Good morning, hello everybody. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va des crapes. Alors, une nouvelle petite vidéo ce week-end qui a failli pas exister, hein, je vous le dis. Je vous le dis tout net parce que je me suis demandé de quoi... de quoi je pourrais parler. Honnêtement, j'en ai un peu marre de parler de la Thaïlande parce que y a énormément de contenu à ce sujet et je pense que l'envie des gens, c'est d'aller vers des sites, vers des chaînes YouTube où on leur raconte pas n'importe quoi, mais pas loin, où la désinformation est de mise, et tout ça très souvent dans des buts purement mercantiles. Voilà. Moi, je ne suis pas Don Quichotte, j'ai pas l'intention de me battre contre des moulins, donc je me dis, moi j'essaie juste de donner mon avis un peu objectif sur la Thaïlande et je vais arrêter pendant un certain temps parce que tout ça franchement, me fatigue un peu et comme je cours pas après les likes, je cours après rien. En fait, moi je fais cette chaîne juste pour essayer de parler de choses intéressantes, donner des avis constructifs, mais visiblement les avis constructifs n'intéressent pas beaucoup les gens, ils préfèrent gober des bêtises et éventuellement aller dépenser leur argent, en utilisant des programmes de je sais pas quoi, Bref, tout ça me dépasse un peu. Alors, par contre, ce que ne font pas d'ailleurs tous ces youtubeurs, le monde continue à tourner autour de la Thaïlande et il se passe des choses. Et il y a peut-être des sujets qui pourraient être intéressants de temps en temps. Alors, de traiter, c'est peut-être un bien grand mot, mais surtout comme quand moi, on n'est pas... Moi, je suis une sorte de touche-à-tout, hein, je suis pas un spécialiste de rien. Mais il y a en tout cas des sujets, je pense que ça vaut le coup d'en parler un peu. Donner mon avis, certes, mais ça n'est que mon avis, encore une fois. Et à ce propos, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais aborder en fait 3 sujets. Le premier qui concerne l'actualité et qui est le conflit à Gaza entre Palestiniens et Israéliens. Ensuite, une fois que j'aurai traité de ce douloureux problème, mais vous allez voir quand même, je vais donner mon avis sur ce qui me semble être la triste réalité du conflit. J'aimerais ensuite, moment culturel, j'aimerais vous parler de Karl Marx, qui, comme tout le monde le sait, ou peut-être pas, est un des grands philosophes de notre époque, je dirais presque de tous les temps. D'ailleurs, et de ses réflexions sur l'argent, sur le commerce, et donc bien évidemment sur le capitalisme. Et puis enfin, peut-être lié à ces considérations sur l'argent, un dernier volet, finalement peut-être quand même plus thaïlandais, même carrément thaïlandais, puisque j'aimerais vous parler des relations entre les hommes et les femmes, alors surtout entre des hommes occidentaux et des femmes thaïlandaises, et peut-être lever un petit voile en fait sur ce que les hommes, en tout cas certains hommes, recherchent en Thaïlande. Donc voilà, je reviens tout de suite pour le premier volet qui va donc concerner le conflit israélo-palestinien. À tout de suite. Alors, ce magnifique, ce triste, ce terrible conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, et qui a pour objet évidemment le contrôle de la fameuse bande de Gaza. En préambule, d'abord, il ne s'agit pas ici de prendre parti. Moi, naturellement, je ne suis politiquement ni pour les uns ni pour les autres. Mais constatant à quel point la population gazaoui, donc des Palestiniens, sont méthodiquement massacrés, exterminés par l'armée israélienne,
naturellement, je me mettrais plutôt de leur côté, tout en précisant que, comme beaucoup d'autres, moi je suis personnellement pour l'existence de deux États. Un État palestinien, un État israélien. Ce qui évidemment n'est pas le projet des Israéliens, vous le savez. Bon, je ne vais pas revenir non plus sur l'historique du conflit israélo-palestinien qui date, enfin qui remonte à très loin en fait, et qui peut, sans en donner les détails, expliquer pourquoi aujourd'hui, moi je vois Israël comme une sorte de puissance coloniale. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, mais les Israéliens qui s'installent en Cisjordanie sont appelés des colons. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 7 octobre 2023, le Hamas s'est adonné à un acte de barbarie inqualifiable, tuant en Israël 700 Israéliens qui n'étaient là que pour faire la fête et s'amuser, et en ramenant dans la bande de Gaza et en les cachant dans des tunnels environ 150 Israéliens ainsi que des étrangers, des gens de tout âge, des femmes, des hommes, des enfants. Voilà. D'un côté, 700 Israéliens tués lors de ce raid infâme, plus 150 otages. Le monde entier s'est évidemment scandalisé devant la barbarie de cet acte et a immédiatement reconnu de facto le droit à Israël de se défendre. Voilà. Je crois qu'à part, honnêtement, je sais pas, alors peut-être quelques pays, mais en France en tout cas, à part l'extrême gauche, comme d'habitude, qui a eu beaucoup de mal à qualifier ces actes, notamment à les qualifier d'actes terroristes. Je crois que tout le monde était d'accord sur ce principe. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Israël a donc commencé à se défendre. Voilà. Et là, j'ai presque envie de commencer à mettre des guillemets tout de suite. D'abord, je voudrais faire remarquer qu'il ne s'agit pas d'une guerre d'État à État. Il n'y a pas d'État palestinien pour l'instant, ou si peu, qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait d'Israël voulant anéantir définitivement le Hamas, en tout cas sa branche armée. Mais bon, enfin, le Hamas, c'est le Hamas, c'est-à-dire qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui est branche armée, honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Bon, admettons que ce soit en effet une stratégie que n'importe quel pays au monde aurait eu envie de mener. Vous êtes menacé par un groupe terroriste, donc pour éliminer la menace, je dirais qu'il faut éliminer le groupe terroriste, bien sûr. Qu'a commencé à faire Israël? Israël a mené des attaques de masse, détruisant tout Gaza. Regardez les images qu'on peut trouver aujourd'hui très facilement sur Internet. Gaza est un champ de ruines. En même temps qu'Israël détruisait des bâtiments, des hôpitaux, etc., sous le prétexte de débusquer les terroristes du Hamas. Très honnêtement, quand on parle d'Israël, probablement d'ailleurs soutenu par les Américains, comment ne pas se dire qu'avec leur puissance de feu, qu'avec leur ingéniosité, il suffit de voir ce qu'ils ont fait au Liban, comment se dire qu'ils n'auraient pas été capables de cibler juste le Hamas et de ne pas cibler tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois que les chiffres... Alors bon, c'est les chiffres palestiniens, certes, donc si certains ont envie de les remettre en cause, pas de problème. Aujourd'hui, face aux 700 victimes en Israël, lors de l'attaque du 7 octobre, on a 64 300 Palestiniens qui ont été tués. 764 000. Voilà, et évidemment, dans ces 64 000, nous avons des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des gens malades. J'en passe et des meilleurs. Voilà. Alors,
devant cette extrême violence et devant ce projet qui aujourd'hui est quand même très visible je sais pas comment appeler ça, de reconquérir ou de récupérer la bande de Gaza, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc en dessous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les guerres de religion, les guerres culturelles, le souvenir douloureux de la Shoah, pour moi, sont légèrement instrumentalisés. C'est-à-dire que je soupçonne qu'en dessous de tout ça, il y ait d'autres raisons. Et bien évidemment qu'il y a d'autres raisons. Et ces raisons, vous vous en doutez, elles sont purement économiques, financières. C'est-à-dire, regardons quand même deux projets qui ne sont pas des projets inventés, qui existent. Israël a le projet de construire un canal qui s'appelle le canal Ben Gurion. Ben Gurion, pour ceux qui s'y intéressent, je ne vais pas vous en dire beaucoup. Wikipédia vous en dira beaucoup plus que moi. Bon, c'est en fait Ben Gurion, c'est lui qui a créé l'État d'Israël. Voilà. Donc le canal Ben Gurion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le canal Ben Gurion, c'est un projet pharaonique dont Israël rêve depuis longtemps, qui serait en fait un canal construit pour faire concurrence au canal de Suez. Canal de Suez qui a été nationalisé par les Égyptiens, qui appartient donc à l'Égypte, l'Égypte étant l'éternel, un des éternels rivaux d'Israël. Voilà, avec une frontière commune qui est fort longue et qui, grosso modo, est sur toute la longueur du désert du Sinaï. Alors, ce canal, il est évidemment, alors je sais plus le coût, c'est énorme, enfin c'est énorme, c'est des milliards de dollars, je crois que c'est 5,5, trucs comme ça. Donc ce canal en fait partirait de ce qu'on appelle le golfe d'Aqaba et principalement du port d'Eilat en Israël, remonterait le long du désert du Sinaï, de la frontière entre l'Égypte et Israël, et déboucherait en mer Méditerranée. Voilà, un canal évidemment plus large, plus profond, plus efficace, qui devrait, une fois construit, rapporter des milliards de dollars en revenus. Évidemment, tant qu'on est sur ce qu'on peut considérer comme étant le territoire israélien, je dirais que la construction ne pose pas tant de problèmes que ça. Le problème, c'est le débouché du canal, c'est-à-dire que pour que la route la plus courte, d'abord, et bien évidemment pour un canal, être le plus court possible, c'est extrêmement avantageux et ça rapporte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que chaque kilomètre économisé rapporte de l'argent. Donc la route la plus courte, c'est évidemment de le faire déboucher. Où ça? Devinez, en pleine bande de Gaza. Voilà. Alors, les premiers tracés du canal, en fait, comptaient contourner la bande de Gaza pour passer plus au nord, de manière à être à rester en territoire israélien. Si on considère que la bande de Gaza n'est pas exactement un territoire israélien, ça c'était le premier tracé. Le problème de ça, en fait, c'est que, passer au nord de la bande de Gaza, c'était possiblement être sous un feu possible, sous des attaques possibles du Hamas, qui, contrairement à ce que peut raconter Israël, n'a pas été détruit. Alors, bien sûr, il a été en partie détruit, mais il a toujours des possibilités de nuisance qui sont importantes. Donc, vouloir faire un canal, vouloir attirer une grosse partie du commerce mondial pour faire concurrence au canal de Suez, mais le faire passer, en tout cas au niveau de son débouché sur la mer Méditerranée, dans un endroit extrêmement dangereux, c'est peut dire que c'est pas une très bonne idée, puisque personne ne va vouloir y aller. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est donc d'oublier ce passage au nord, de passer au milieu de la bande de Gaza, et bien évidemment, pour cela, il faut la contrôler, il faut évidemment éradiquer le Hamas, et il faut
on va dire, se débarrasser de la population palestinienne. C'est exactement ce que les Israéliens sont en train de faire, c'est-à-dire que ils veulent déporter, pardonnez-moi l'expression, ils veulent déporter la population gazaoui ailleurs. D'ailleurs, cet ailleurs resterait à définir, puisque vous le savez, les Égyptiens, et pour cause, refusent catégoriquement d'accueillir d'éventuels réfugiés gazaouis. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas favoriser le projet d'Israël de construire ce canal, et ils savent très bien que s'ils accueillaient les Gazaouis, ils aideraient en fait à vider la bande de Gaza de ses habitants naturels, et du coup permettrait à Israël d'avoir les mains libres pour ce joli projet de canal. Inutile de vous dire qu'il y a également, et c'est là que les choses deviennent quand même, moi je trouve ça répugnant personnellement, il y a aussi le projet de Donald Trump. Je vous mets en lien des vidéos là, et vous verrez que le projet, même si quand il l'a annoncé il y a quelques mois, il paraissait être purement fantaisiste, pour l'État américain, il n'est pas du tout fantaisiste. Il n'est pas du tout fantaisiste, ils ont commencé à mener des études et ils ont un plan bien établi. De là à se dire que les États-Unis et Israël avancent main dans la main, les uns pour faire ce canal qui devrait être une excellente affaire et rapporter des milliards de dollars, et les autres, donc Trump, pour mettre en place cette fameuse, je sais pas comment appeler ça, French Riviera, dans la bande de Gaza, c'est-à-dire une zone touristique, commerciale, etc. On comprend mieux pourquoi ces deux pays, nations, je sais pas comment les appeler, avancent main dans la main, et pourquoi Israël a le soutien des États-Unis, tout ça étant une affaire de business purement, vous l'aurez compris. Le problème, c'est que quand le business nécessite d'avoir à faire un véritable génocide, c'est-à-dire à voler un territoire qui ne vous appartient pas, le vider de sa population naturelle pour les chasser je ne sais où. Bon, alors, ça, si vous voulez rigoler, il y a les promesses de Trump qui promet aux Gazaouis palestiniens une espèce de paradis je ne sais où. Ça ne sera certainement pas dans le désert du Sinaï, parce qu'un paradis dans un désert, en général, ça n'existe pas. Et puis voilà. Donc, il s'agit de deux projets qui sont des projets de business, qui sont des projets commerciaux, et qui quelque part, sont les vraies raisons de ce massacre insupportable, de cette destruction, de ce génocide auquel Israël est en train de se livrer. Bon, vous me direz, oui, peut-être que rien que par mes propos, je prends un peu parti. Mais en fait, moi, je prends parti pour des solutions pacifiques, et pour la raison, c'est-à-dire qu'au lieu de tout ça, pourquoi ne pas faire ça avec les Palestiniens? Pourquoi ne pas créer un État palestinien? Pourquoi ne pas prendre des accords entre États, Israël, Palestine? Pourquoi pas les Américains? Et pourquoi ne pas dire, très bien, les gars, on va faire tout ça ensemble? C'est-à-dire que les Palestiniens qui sont encore sur place vont voir leur pays quelque part reconstruit, vont pouvoir participer, donc avoir du travail, et du coup reconstruire une espèce d'économie autour de ces projets pharaoniques, celui de Trump, celui de Netanyahou, avec le canal Ben Gurion. Voilà. Non, bien évidemment que non. Si ces deux États qu'on va finir par appeler terroristes, Israël et les États-Unis, veulent retirer tous les fruits de ces deux projets, c'est évident que ça sera beaucoup plus simple sans les Palestiniens. Alors, après, d'un point de vue purement géopolitique, et ce sera le dernier point de cette espèce d'analyse qui, encore une fois, est personnelle, ne tient qu'à moi. D'un point de vue géopolitique, qu'est-ce qui va se passer? Ok, admettons que ça se passe. Admettons qu'on déplace
les Palestiniens je ne sais où. On va donc déplacer les Palestiniens et en leur sein probablement les restes du Hamas. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on pense que ces gens-là vont tout accepter et rester pacifiques dans leur coin en se disant bah après tout, voilà, on n'est pas si mal là dans les sables du désert. Acceptons notre sort et puis arrêtons de nous bagarrer. Bien sûr que non, ils vont continuer à se bagarrer. Donc ça va être une situation terrible. D'autre part, pensons quand même que ce canal israélien est donc, on va dire, supporté également par les États-Unis, va entrer en concurrence directe avec le canal de Suez égyptien. L'Égypte, qui, elle, est plutôt supportée par la Russie, avec qui elle a déjà passé des accords. Donc vous voyez, on a d'un côté Israël, États-Unis, et de l'autre côté Égypte, Russie, avec une espèce de frontière commune et une concurrence gigantesque entre les deux canaux. Inutile de dire que le canal israélien devrait être beaucoup plus efficace en termes de taille, en termes de distance, puisqu'il sera beaucoup plus court que le canal de Suez. Enfin voilà. Et bien évidemment, une perte d'activité autour du canal de Suez serait une catastrophe économique pour l'Égypte. Donc, inutile de vous dire que des conflits futurs sont à prévoir. Dernier petit point, on va dire, géopolitique, géostratégique. Tout ça ne peut pas... Enfin, les deux canaux, leur accès, en fait, se situe au niveau de la mer Rouge et au niveau du détroit de la mer Rouge, détroit qui est quand même en partie contrôlé par les Houthis yéménites. Voilà, vous connaissez les histoires. Qui sont les Houthis yéménites? C'est simplement un des bras armés de l'Iran. Voilà, donc l'entrée de ces deux canaux, contrôlés par un bras armé de l'Iran, je peux vous dire que l'accès au canal israélien va pas être des plus simples. Donc vous voyez, c'est un énorme problème. C'est un projet, ce canal, qui risque de réactiver des conflits à peu près partout. C'est un enjeu géopolitique gigantesque, mais c'est en tout cas, malheureusement, la raison secrète pour laquelle Israël se livre à un véritable génocide et une destruction massive à Gaza. C'est pas compliqué, on rase tout, on vide le pays de ses habitants, on récupère un espèce de vaste chantier dont voilà. Et il n'y aura plus qu'à reconstruire la cité de Trump, reconstruire les zones économiques autour du canal. Tiens, et pourquoi pas se servir finalement des ruines des immeubles de Gaza pour créer des remblais pour le canal, hein? Ce serait merveilleux, quelle économie. Voilà, j'en ai fini avec Israël, la Palestine et Gaza, et je vous retrouve tout de suite pour parler de Karl Marx. Et oui, à tout de suite. Ah oui, la caméra va bouger. Et oui, parce que je vais utiliser un petit gadget là qui permet à mon téléphone de me suivre. Bon, avant de vous parler de Karl Marx, ce qui va vous passionner, j'en suis sûr, vous inquiétez pas, hein, le prochain volet sera peut-être plus intéressant pour vous, puisque je parlerai comme je l'ai annoncé, des relations, on va dire, de couple entre étrangers et entre Farang et thaïlandaise. Donc voilà, retour en Thaïlande. Bon, avant même de vous parler de Karl Marx, quand même, je vais essayer d'être bref sur Karl Marx, ne vous inquiétez pas. Juste deux petites choses sur mon propos précédent quant au conflit
israélo-palestinien et ce magnifique canal. Oui, j'ai dit que le canal du côté israélien serait plus court. En fait, je ne parle pas de la longueur du canal lui-même, je parle de la route globale qui, à partir de l'entrée en fait en mer Rouge d'un côté et du golfe d'Aqaba de l'autre. Et puis alors, deuxième petite précision aussi, pour vous montrer quand même que la motivation d'Israël est très mercantile, on va dire, financière. En face des rivages, en face des plages de la bande de Gaza, se trouvent des gisements de pétrole et de gaz, voilà, qui sont pour l'instant exploités, mais qui normalement sont sujets à rétribution. C'est-à-dire que si Israël, on va dire, repossédait d'une certaine manière la bande de Gaza, eh bien, des sommes importantes iraient directement dans sa poche quant à l'utilisation de ces gisements en pleine mer. Voilà, donc, allez, Karl Marx. Alors bon, moi il se trouve que je connais puisque j'ai fait des études d'économie et que dans ces études d'économie, qui m'ont quand même mené jusqu'à une maîtrise, l'économie politique était ma matière principale et ma matière préférée. Voilà, donc l'étude de Karl Marx, j'y ai eu droit de manière assez approfondie. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas ici essayer de vous faire un cours, vous refaire un cours sur Karl Marx. Qui était Karl Marx? Très très rapidement. Karl Marx est un philosophe, on va dire, du 19e siècle. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes, Karl Marx n'a rien à voir avec la Russie. Rien. Karl Marx était un philosophe allemand, né en Allemagne et mort au Royaume-Uni, à Londres, à la toute fin du 19e siècle. Voilà. Karl Marx est évidemment... Bon, alors, si vous voulez avoir des détails, encore une fois, je vous renvoie à Wikipédia ou autre, ça sera beaucoup plus détaillé. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, surtout, là, c'est ce que Karl Marx a dit sur la valeur et sur l'argent en général, et donc, finalement, sur le capitalisme. Moi, je vous rassure tout de suite, j'ai jamais été ni communiste, ni spécialement convaincu par la lutte des classes. Voilà, moi, je pense que en fait, les systèmes communistes ont fait leurs preuves et malheureusement ont échoué ou sont en train d'échouer ou survivent de manière pour le moins curieuse. En général, l'idée de communiste, malheureusement, vient souvent avec l'idée de dictature, bien parce que tous les systèmes, quels qu'ils soient, intègrent des notions de pouvoir. Et qu'en général, dans les systèmes communistes, ça a été vrai de la Russie, mais c'est toujours vrai de la Russie, mais la Russie n'est pas un pays... Enfin, même s'il prétendrait l'être, c'est pas un pays communiste. De même que la Chine n'est plus un pays communiste non plus, même si il est dirigé par le parti. Mais ce sont en fait des pays où des dictateurs ont pris le pouvoir. La Russie avec Poutine, la Chine, il en va de même, Cuba, c'est la même chose. Et tous ces pays qui avaient instauré un régime communiste où le but du jeu était en fait de partager les richesses de manière équitable entre tout le monde, de partager la propriété, de partager les revenus. En fait, ça n'est absolument pas le cas, quasiment jamais. Et puis, tous ces pays qui continuent en fait à être régulés par une doctrine communiste, en fait ils ont tous plongé vers le capitalisme. C'est vrai de la Russie, c'est vrai de la Chine. Bon, je sais pas, peut-être que Cuba en effet reste un pur et dur parmi les purs et durs, mais enfin on voit le résultat, c'est une catastrophe absolue. Bref, alors sur l'argent, alors il y a cette fameuse phrase, excusez-moi parce que je vais être obligé de lire un peu parce que bon, je connais pas tout. Alors il y a cette fameuse phrase, affirmation de Karl Marx qui aurait dit l'argent n'est qu'une valeur transactionnelle. Certes, il l'a dit, mais cela ne résume pas sa pensée sur l'argent, car en fait,
la valeur des marchandises dont le prix est fixé en argent est en fait un produit de la société et un produit du travail. L'argent, pour Karl Marx, c'est l'expression de la valeur des marchandises, et cette valeur est déterminée par la quantité de travail humain nécessaire à leur production. Bon, tout ça est un peu rébarbatif. Oh mon Dieu, ça bouge beaucoup. En fait, dès que je bouge, ça bouge. Voilà, vous voyez? Hop. En fait, tout ça pour dire que tout ça a débouché sur, je dirais, une espèce d'obsession pour l'argent qui caractérise le système capitaliste dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que l'argent n'est même plus une question d'épargne, n'est même plus une question d'échange de marchandises, c'est une question d'accumulation de capital et de recherche incessante de profit. Et c'est à ça que nous, les hommes, nous devons penser. C'est-à-dire que l'accumulation d'argent, juste pour l'accumuler, ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est-à-dire que vous avez beau avoir beaucoup d'argent en banque, l'intérêt, c'est de vous en servir. C'est pour ça que je trouve, alors, on en revient à certains youtubeurs, je trouve un peu curieux quand à la fois on affirme avoir beaucoup d'argent et qu'en même temps, on ne s'en sert pas dans sa vie quotidienne. Encore une fois, moi, je pense très clairement que l'argent qui est fait pour être dépensé, voilà, c'est le seul intérêt. Alors après, pour être dépensé, mais de manière intelligente, c'est-à-dire que aujourd'hui, la valeur des choses qu'on peut acheter avec de l'argent, en fait, elle s'autodétermine. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous ne pensez même plus à son utilité, vous ne pensez même plus à sa véritable valeur, c'est-à-dire quelle quantité de travail il a fallu pour la fabriquer. Vous pensez simplement à votre désir de l'avoir, qui parfois toute logique est absente, parce que, encore une fois, c'est des choses dont vous n'avez pas besoin. Et je pense qu'un peu de bon sens, un peu de calme serait de bonne loi. C'est-à-dire, d'abord, franchement, accumuler de l'argent, si vous voulez, mais surtout, profiter de l'argent que vous avez, d'une manière ou une autre. Alors, attention, ce qui ne veut pas dire ne pas épargner, parce que quand on épargne, c'est pour prévoir, en général, des dépenses futures. Mais il y a aussi des gens qui accumulent de l'argent pour le simple plaisir d'accumuler. Voilà, de l'argent dont ils ne se serviront probablement jamais et qui finalement serait bien mieux en circulation, plutôt que dans un coffre quelque part en Suisse ou sur un compte je ne sais où. Voilà, donc encore une fois, d'abord, gagnons de l'argent, ce qui de nos jours est bien sûr fort difficile, mais surtout utilisons cet argent pour le dépenser, et pour faire des achats qui soient utiles, qui fassent un petit peu attention à la valeur des choses, à la valeur réelle des choses, et puis, bien évidemment, épargnons aussi un peu d'argent en prévision de besoins ou de problèmes futurs. Voilà, encore une fois, Karl Marx est un philosophe, donc toutes les prolongations de son œuvre qui ont donné socialisme, communisme, lutte des classes, etc. Moi, tout ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Par contre, son espèce de philosophie autour de l'argent et de la valeur, là, je trouve ça plutôt juste. Voilà. Mais je vous laisse avoir vos propres opinions là-dessus. Je sais pas si j'ai été clair, je suis pas sûr. Bon allez, je passe au chapitre suivant, je vais être beaucoup plus clair. Les couples Farang Thai. À tout de suite. Allez, avant les filles, petit retour sur Karl Marx, mais hyper rapide. Karl Marx est quand même considéré comme le père, on va dire, spirituel du socialisme, du communisme.
de la lutte des classes et de, comment dire, de la, presque ce que j'appellerais la dictature du prolétariat. Bon, inutile de vous dire que tout ça, c'est pas des choses auxquelles j'adhère. Moi, ce que j'ai essayé de vous faire passer, la seule chose qui m'a intéressé là-dedans, c'est son discours sur l'argent et sur la valeur des choses que je trouve sensée, que je trouve intéressante parce que ça pourrait amener un petit peu plus de raison, on va dire, au système capitaliste qui confond un peu les choses et qui ne fonctionne que par accumulation de richesses de manière absolument absurde et du coup un peu de sagesse à nous tous qui sommes quelque part finalement victimes de cette machine hors de contrôle, le capitalisme, et qui du coup perdons tout sens de mesure, d'utilité. Voilà, pour résumer, c'est ce que je vous ai dit, gagner de l'argent ou essayer d'en gagner, dépensez-le à des choses utiles. Ce que j'appelle des choses utiles, c'est évidemment pas que des trucs chiants, hein, c'est des trucs aussi pour vous faire plaisir. Ça peut être tout ce que vous voulez, des voyages, tout ce que vous voulez. Voilà, mais simplement, dépensez-le, c'est fait pour ça. Épargnez-en une partie, parce qu'encore une fois, l'épargne est faite pour de futures dépenses à venir ou juste pour à cause de craintes que vous pourriez avoir sur l'avenir. Mais par contre, ne l'accumulez pas pour rien, ça sert pas à grand chose. Voilà, allez. Les filles, alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que je ne suis pas du tout ce qu'on peut appeler un, comment ils appellent ça? Un MGT, Men Going Their Own Way, MGTOW, Mecto, vous dites ça comme ça? Bref, je me reconnais pas du tout là-dedans, alors qu'en fait, en regardant un peu ma situation, finalement, je sais pas, peut-être je pourrais l'être, mais je pense que les gens qui appartiennent à ce courant, en fait, ne sont que des hommes qui, d'abord, ont fourni une espèce de réponse au mouvement féminin, et puis qui, en plus, plutôt que de se poser la question sur leur rapport aux femmes, éventuellement de les modifier, de les remettre un peu en cause, on préférait se réfugier dans cette espèce de truc où tout d'un coup, on en a rien à foutre, les mecs peuvent vivre sans les femmes, et de toute façon, la seule utilité que les hommes de ce mouvement ont des femmes, c'est visiblement, je dirais, leur consommation. Et moi, je trouve ça abject. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une bonne illustration de ce que je dis, eh ben, regardez les vidéos d'MBS. Alors MBS, pas le MBS dont on parle souvent aux informations, l'autre, celui qui est youtubeur et qui se revendique de cette espèce de mouvement débile. Voilà. Bref, alors, l'envie de femme chez un farang. Alors bon, je vais me servir un peu de mon expérience personnelle, mais pas tant que ça, en fait. J'ai l'impression que l'envie de femme thaïlandaise chez un farang qui projette donc un voyage, eh ben, elle vient de plusieurs choses. Bon, il y a d'abord les gens qui voyagent et qui ont simplement envie de sexe. Voilà, les mythos. Voilà, ceux qui en fait ont envie de sexe facile et évidemment le rétribuer, c'est une manière facile de l'obtenir. Donc voilà, ça c'est un peu la première partie. Cela, j'ai pas envie d'en parler. Moi personnellement, j'en fais pas partie. J'ai jamais eu ça en tête, même s'il m'était arrivé de consommer. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, vous voyez déjà, moi je parle de consommer, c'est assez atroce. Mais disons que c'est pas ma tasse de thé. Voilà, mais il y a énormément de gens qui continuent à venir en Thaïlande pour ça, pour, je dirais, consommer des filles, vu qu'ils ne les voient que comme des objets de consommation. Voilà. Après, on a ceux qui croient en l'amour.
voilà, qui se disent que bon, alors ça peut être des gens qui ont été déçus par des expériences qu'ils ont eues dans leur propre pays, mais qui croient toujours en l'amour et qui ont envie de redécouvrir ça en Thaïlande. Cela, à mon avis, alors, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense qu'ils sont, ils risquent peut-être d'être déçus. Et puis, il y a les gens qui sont plutôt pragmatiques, et moi, le pragmatisme, c'est un peu mon truc, quand même, et qui se disent, alors, évidemment, pour parler de moi, l'expérience de l'amour, je l'ai eue, en fait, quand je calcule le nombre d'années où j'ai été en couple ou solo, j'ai été beaucoup plus de temps en couple que solo, puisque j'ai vécu, je sais pas, un amour universitaire qui a duré 8 ans, après j'ai vécu une autre aventure qui a duré 5 ans, puis une autre qui a duré 4 ans, puis une autre qui a duré 5 ans, et au bout de tout ça, j'ai fait le constat suivant, en fait, ce qui a précipité la chute à chaque fois de ces histoires de couple, c'est justement la disparition de l'amour, qui est un sentiment plutôt éphémère. Alors bon, c'est pas le cas de tout le monde, ok, d'accord. En tout cas, chez moi, c'est ça qui a en fait précipité les séparations. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis posé la question et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vis ? À part participer à un espèce de système, de modèle social obligatoire, il faut être en couple, sinon on est quelqu'un de bizarre, mais quel est le moteur de ce couple aujourd'hui ? De l'amour, il n'y en a plus. Des galères, il y en a peut-être un peu trop. Des engueulades, il y en a beaucoup. Et donc, du coup, à chaque fois, je me suis dit, il y avait des enfants, 2 fois. Mais à chaque fois, je me suis dit, bon, c'est mieux d'arrêter et de trouver un autre système. Voilà. Je vais parler que de ma dernière grosse séparation, donc avec la mère de mon fils que j'avais épousée, donc il a fallu qu'on divorce. Voilà, j'ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo de ce divorce qui s'est passé de manière, je dirais, amiable, c'est-à-dire que, voilà, on a conduit une somme tous les deux. Bien évidemment, il a fallu que je paye, mais disons que voilà, de toute façon, c'était la loi, donc j'avais pas beaucoup le choix, j'avais pas tellement l'intention de me battre, à partir du moment où on décidait tous les deux de la somme que j'allais lui verser. Voilà. Et donc, après tout ça, je me suis retrouvé solo, en fait, pas mecto, juste solo. Et je me suis un peu fait à cette existence appelez ça comme vous voulez, de solitaire, de célibataire. En fait, j'y ai trouvé de la liberté, pour tout vous dire. C'est-à-dire que, alors la liberté, c'est toujours un sentiment un peu égoïste, parce qu'on a envie d'être libre pour être peinard. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, plus personne ne m'empêche de faire ce que je veux, comme je le veux et quand je le veux. Alors, empêcher, c'est peut-être un grand mot, parce que les gens ne vous empêchent pas, mais simplement les gens sont là, et parce qu'ils sont là, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez, parce que vous allez devoir prendre la personne en compte. Ouais, c'est égoïste. Moi, j'ai pas envie, je n'avais plus envie de prendre quelqu'un en compte. Après, depuis que je viens en Thaïlande, après quelques ébats, on va dire, rémunérés, je me suis reposé la question. Et en fait, et je corresponds peut-être à une catégorie qui est plus large qu'on ne pense, moi, ce que je rechercherais chez une femme en Thaïlande, c'est en fait un compagnon de vie. C'est-à-dire que je ne cherche pas à tomber amoureux, obligatoirement. Je ne cherche pas non plus la bacchanale sexuelle obligatoire. Bon, je profite, on va dire, vu mon âge, d'une légère perte de libido, peut-être. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Voilà, moi, ce qui serait important, et j'aime beaucoup d'ailleurs la définition anglaise de ce qu'on appelle domestic partnership. Moi, ce que j'aimerais trouver, c'est un partenaire de vie. C'est-à-dire quelqu'un avec qui je puisse, femme, évidemment, avec qui je puisse partager mon existence ou une partie de mon existence en Thaïlande. Et voilà, une relation dans laquelle il n'y a pas besoin forcément d'avoir un amour démesuré. Il y a besoin d'avoir de la confiance, beaucoup, et de la gentillesse.
Moi, en fait, j'aime beaucoup les femmes thaïlandaises et j'avoue que j'aime beaucoup leur jeunesse, leur beauté, leur charme. Donc, c'est un vrai plaisir, je veux dire, de partager sa vie avec quelqu'un comme ça, voilà, de toute la journée, du petit déjeuner jusqu'au coucher le soir, d'être avec elle, de partager des choses. C'est forcément un projet un peu compliqué parce que, vous le savez, il y a tellement de différences culturelles, nos habitudes sont pas les mêmes, donc il faut, on va dire, s'adapter l'un à l'autre. Et malheureusement, je l'ai dit aussi dans une vidéo, s'adapter l'un à l'autre en Thaïlande, disons que c'est beaucoup plus souvent le pharaon qui doit s'adapter à la personne thaï que l'opposé. C'est-à-dire que le fameux happy medium, il n'existe pas énormément. Mais toujours est-il que voilà, moi, c'est ce que je cherche et je pense que pas mal d'hommes cherche ça aussi. Alors, même s'il se cache derrière une supposée recherche de l'amour, en fait, c'est pas ça. En fait, ce qu'il vous faut, c'est trouver quelqu'un qui soit, allez, joli, parce que c'est juste agréable. Voilà. Moi, je vous le dis franchement, si on me donne le choix entre me réveiller le matin à côté d'une jeune femme de 35-40 ans, thaïlandaise, ou d'une, comment il dit l'autre là? Ah oui, ou d'une Micheline de chez nous, de 55 balais qui va juste me balancer comme un miroir, ses rides, j'en passe et des meilleurs, sa mauvaise humeur, ses problèmes. Ouais, moi j'ai envie d'une vie facile, donc j'ai pas envie de ça. Voilà, moi j'ai juste envie de ce que je viens de vous décrire. Voilà. Après, si l'amour naît de tout ça, mon Dieu, tant mieux, tant mieux. Et ensuite, sur les modalités de ça, il y a quand même une chose assez évidente, quoi. C'est-à-dire que, admettons que je ou que quelqu'un d'autre décide de se mettre en couple avec une jeune femme thaïlandaise. Bon, j'ai dit jeune femme, c'est souvent quelqu'un de plus jeune que lui. La différence d'âge, vous le savez, en Thaïlande, elle peut être importante. C'est-à-dire que moi, j'ai 64 ans, si je me mets en couple avec quelqu'un, ça va aller, j'arriverai peut-être à me mettre en couple avec quelqu'un de 35, 40 ans, mais la différence d'âge reste importante. Donc cette personne va m'apporter quoi? Elle va m'apporter sa beauté, sa fraîcheur, sa gentillesse. Voilà. Est-ce qu'elle va apporter ça de manière totalement désintéressée à quelqu'un de mon âge? Pourquoi? Alors, il s'agit pas de se vendre, il s'agit simplement de procéder à un échange équitable. Moi, je suis là, je viens d'un pays riche, je suis pas riche, mais je suis pas pauvre non plus, et donc j'estime que je peux subvenir. Il ne s'agit pas de payer ma femme, comme d'horribles personnes sur YouTube le prétendent. Il s'agit juste de prendre ma part de cette de ce partenariat. Et ma part, c'est de prendre soin d'elle, de lui de lui permettre, je sais pas, de lui permettre de se nourrir, d'avoir un toit sur la tête, y compris pour ses enfants ou son enfant si elle en a, de subvenir à ses besoins. Lui payer un salaire, bon, c'est un truc qui me plaît, c'est une idée qui me plaît pas beaucoup, en fait. Donner de l'argent pour ce qu'il lui faut, pour ses besoins, oui, bien sûr. Et voilà, et je rappelle quand même que, alors normalement, le don est censé être désintéressé. Voilà. C'est encore un truc en direction de MBS, là. Voilà. Il n'a pas bien compris ce que c'était que le don, lui. Il pense que le don attend quelque chose en retour. Non, un don, c'est un don. Quand vous donnez, vous donnez. On donne pas pour recevoir, on donne pour donner. Voilà. Voilà, toujours est-il que ça me paraît pas mal. Moi, après, je vous dis, le sexe est pas si important que ça là-dedans. Ce qui compte, c'est quelqu'un qui va s'engager avec vous dans un projet de vie partagé. En plus, quand on prend de l'âge, on commence à penser un peu à ce que pourrait être notre vie dans 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas comment je serai à 80 piges, mais bon, pour l'instant, ça va. Mais bon, ça peut ne pas être jojo. Donc, si en effet, je peux m'installer avec quelqu'un dans la vie qui est conscient de ça et qui et qui est prête à m'accompagner sur le long terme, moi je trouve ça super. Alors attention, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je recherche quand je marche dans la rue ou quand je suis en Thaïlande.
je me dis que c'est quelque chose qui me tombera dessus si ça doit me tomber dessus, et après, après je prendrai voilà, je ferai mes choix. C'est tout. Mais voilà, je pense donc qu'il y a cette espèce il y a cette espèce de situation un peu médiane entre le sexe pur, l'amour pur. Moi, le sexe pur, ça m'emmerde, je dois bien le dire. L'amour pur, j'y crois pas trop. Enfin, je crois plus beaucoup au coup de foudre. C'est-à-dire que moi, je pense que qu'une femme en Thaïlande, alors il va y avoir un premier intérêt qui va en effet vous pousser vers elle, vous allez la fréquenter, et puis c'est possiblement en la fréquentant et en ayant des projets avec elle que l'amour va naître. On peut rêver, pourquoi pas, hein? C'est top. Voilà. Écoutez, ben voilà pour les femmes thaïlandaises, les farangues. On verra ce qui se passera. Merci beaucoup de cliquer ou de ne pas, de liker ou ne pas liker. Commentez évidemment. Abonnez-vous, désabonnez-vous. It's up to you. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.